Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Smart Impact, l'émission de la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Mon invité aujourd'hui, c'est Arnaud Molinier, le cofondateur de Capitello Group. Il nous présentera ce partenariat stratégique signé avec WIM pour créer une plateforme de mobilité éco-responsable utilisable dans les grands événements sportifs. Le débat de Smart Impact, il va porter sur les défis de l'assurance face au changement climatique, notamment pour accompagner les agriculteurs avec des solutions technologiques innovantes, vous verrez. Et puis dans Smart Ideas, la start-up du jour s'appelle Europazone, un outil de consommation éco-responsable et solidaire. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer, c'est parti. Bonjour Arnaud Molinier, bienvenue. Vous êtes donc le président, le fondateur de Capitello Group. Alors peut-être un mot de Capitello Group d'ailleurs, il y a plusieurs métiers différents chez vous. Alors Capitello Group, il y a trois métiers, ouais. Des médias, il y a du médical, avec la création de l'Oxamed, que j'ai créé avec quelques associés, ouais. au moment du début de la crise pandémique, et puis il y a des nouvelles mobilités, ouais. avec Capitello Move, dont je suis cofondateur, avec un ex du groupe Renault, ouais. Dans lequel j'ai été. D'accord, et on va évidemment parler de Capitello Move plus en détail. Vous investissez dans les nouvelles mobilités, c'est ça Alors globalement, le groupe Capitello a pour vocation d'aller, votre émission s'appelle Smart Impact, ouais. dans l'impact sociétal positif. Voilà. Que ce soit le médical, donc c'est de l'altruisme au devant des gens qui en ont besoin, que ce soit les médias pour de l'information positive et nickel, et que ce soit en effet des nouvelles mobilités. Donc on a eu l'idée avec Claude Hatché, qui était le patron de la candidature de France 23, à laquelle j'ai été associé. Donc c'est la Coupe du Monde de rugby. On a eu l'idée très tôt, dès 2017, au moment où on a fait le dossier de candidature. À l'époque, j'étais chez Deloitte. On a eu l'idée très tôt de faire de cet événement un événement décarboné le plus possible. Voilà. Et dans ces idées, il y avait, bien évidemment, il y a 3 millions de personnes qui vont venir en France pendant 5 semaines. Et l'idée, c'est de dire comment on annule l'impact carbone de ces personnes qui vont venir. Et l'idée qu'on a eue, c'était de dire on va créer une plateforme de mobilité green, c'est-à-dire un espèce d'Uber dans lequel on va sélectionner l'ensemble des offres de mobilité dans les compagnies de taxi, dans les compagnies de VTC, dans les trottinettes et autres, qui vont permettre à la personne qui commande sur cette plateforme de faire de la mobilité totalement à zéro impact. Ouais. Et donc c'est dans ce cadre que vous venez de signer un partenariat stratégique avec Mass Global, qui est la société finlandaise qui a créé l'appli. Oui, mais alors elle n'est pas encore disponible en France, c'est ça? Non. Elle est présente dans 6 pays. Ouais. Elle est présente dans 6 pays, en Angleterre. C'est un succès dans beaucoup de pays. Oui. C'est une des plateformes de référence au niveau mondial, Mass Global, que je connais depuis longtemps, que je suis depuis très longtemps. Et l'idée, en effet, c'est que je suis allé les voir avec, en Finlande, et pour leur dire, voilà, la mobilité, si on emmène des gens sur le chemin de la mobilité green, à travers un événement mondial sportif, à travers la passion du sport, on va créer quelque chose, on va créer un appel d'air qui va motiver des personnes d'adhérer parce que leur adhésion va avoir un impact significatif sur la planète. C'est ça l'idée. Il se trouve qu'étant très proche du monde du rugby et de la Coupe du monde du rugby, ça matchait formidablement bien avec les valeurs du rugby, puisque les valeurs du rugby, c'est les valeurs d'équipe, c'est les valeurs de solidarité, de fraternité. Et donc, les Finlandais, qui ne sont pas des joueurs de rugby pour autant, ont trouvé l'idée très bonne, et on a décidé de s'associer en créant en effet WIM France, qui est une JV, dans lequel Capitello Move est majoritaire. Donc c'est une société française, une joint venture, dans lequel les Finlandais apportent toute leur technologie, c'est-à-dire ils ont investi énormément d'argent dans cette techno qui est très très en avance de phase, mondialement, et mondialement reconnue. Et donc il va permettre... Alors l'idée, c'est un point de départ. L'idée, c'est une création d'entreprise française qui va opérer et qui va se lancer avec un partenaire de lancement qui est la Coupe du monde de rugby. Excusez-moi du peu, donc c'est pas rien. C'est pas mal pour démarrer. C'est pas mal du tout pour démarrer. Et en plus de ça, les valeurs du rugby sont vraiment très proches de cette responsabilité, cette prise de conscience et Claude Hatché, le directeur général de la Coupe du monde de rugby, est très très en avance sur son programme RSE par rapport à tous les grands événements qui ont eu lieu. Donc c'est un des éléments du programme RSE de la Coupe du monde de rugby, qui va être un élément assez nouveau. Alors c'est une première mondiale à 2 titres, c'est une première mondiale d'un point de vue technologique, c'est une première mondiale d'un point de vue green, puisque c'est la première fois qu'un événement mondial va se doter d'une plateforme de mobilité, et c'est la première fois aussi qu'un événement mondial va se doter d'une plateforme de mobilité
totalement green. Ouais. Voilà. Pourquoi c'est une première mondiale au niveau technologique? Technologique, c'est qu'il n'y a aucun événement Tokyo au Japon, même s'il y avait le Covid, il n'y a aucun événement mondial qui s'était doté d'une plateforme agnostique aussi large que ça. Donc c'est la première fois qu'un événement mondial va se doter d'une plateforme de mobilité à lui-même. C'est-à-dire que c'est France 2023 Move, c'est le nom de la plateforme, qui va, marque blanche pour WIM France, puisque ce n'est pas une vocation d'être une marque connue, qui va adresser les personnes qui vont venir en France pour pouvoir, pendant les 5 semaines, se mouvoir totalement green. Oui, et donc sur cette plateforme... Ça n'existe pas, c'est la première fois que ça existe. Ouais. Et sur cette plateforme, il y aura toutes les offres de mobilité possibles. Exactement. Ça suppose de nouer aussi des partenariats... Ça suppose un investissement fort. Transport par transport. Exactement, ça suppose un investissement fort, à la fois pour bridger les API des autres opérateurs de mobilité, comme les transports en commun, les RATP, SNCF et autres. Ça suppose d'aller au-devant des villes qui reçoivent l'événement de la Coupe du Monde de rugby. Il y a 10 villes en France qui sont villes hôtes de cet événement. Et donc ça suppose de rajouter à tous les opérateurs de mobilité qui sont déjà dans WIM, dont on va sélectionner à l'intérieur la partie green, de rajouter l'ensemble de l'offre de transport qui est déjà présent et accessible aux 19 millions de personnes que ça concerne en France. Oui, parce que l'impact, d'ailleurs c'est intéressant, on en avait parlé avec un ancien international de rugby qui s'appelle Julien Pierre, qui a créé Fair Play for Planet, qui est vraiment, l'idée c'est d'accompagner justement la démarche RSE des événements sportifs, des clubs, etc. Donc il y a effectivement, je suis d'accord avec vous, dans le monde du rugby, cette appétence pour ces questions, mais on a un peu on peut l'imaginer, mais on a du mal à chiffrer ce qu'est l'impact d'un grand événement, en fait. C'est majeur par les déplacements de population, tout simplement? C'est majeur par les déplacements de population, c'est majeur si les gens se débrouillent par eux-mêmes en prenant leur voiture, c'est majeur si vous ne prévoyez pas d'installer des charges de bornes de recharge pour les voitures, c'est majeur si vous n'impactez pas et si vous ne prenez pas en compte l'ensemble. Soit l'événement est un événement qui est juste une diffusion télévisée, et à ce moment-là, vous ne vous occupez de rien autour, soit l'événement est un événement qui change la donne dans un pays, dans un environnement, etc. Ce qui est le cas pour la France, pour 23, comme pour 24 pour les Jeux Olympiques. Et je crois que les Français, dans la manière dont ils organisent l'événement international, moi qui ai vécu Paris 2012, la candidature de Paris 2012 contre Londres, qui ai vécu France 2023 par rapport à un certain nombre de candidatures étrangères, les Français ont intégré dans leur cahier des charges de réponse cette notion RSE à très haut niveau. C'est-à-dire de dire, c'est pas qu'un événement à l'instant T. Et Claude Haché est une référence en la matière, puisqu'il a commencé très tôt pour aller chercher des partenaires, proposer des choses, avoir une politique RSE très avant-gardiste, etc. Oui, alors c'est vrai pour la mobilité, c'est ce dont on parle, mais c'est vrai aussi pour la durée de vie des équipements. Exactement. Qu'est-ce qu'on va en faire après? Exactement. Et là, pour le coup, vous pérennisez les équipements. Aujourd'hui, un des sujets majeurs de la Coupe du Monde de rugby, comme des Jeux Olympiques d'ailleurs, c'est la greenification, l'électrification des stades, par exemple. Il est évident que 2 événements de cette échelle-là sur le territoire national va accélérer la greenification par l'électrification des stades et de leur environnement. Quand vous irez demain au Stade de France en 2025, je pense qu'il y aura plus de bornes électriques pour recharger votre voiture électrique qu'il en existe aujourd'hui, etc. Donc c'est plutôt des impacts positifs. Mais il faut pousser, il faut fédérer. Et cette plateforme WIM France, donc France 2023 Move, est un élément d'accélération de cette mutation, enfin une accélération dans l'exécution opérationnelle, d'une certaine manière. Alors pour bien comprendre, donc là c'est le premier événement, vous dites en marque blanche, ça veut dire qu'il n'y aura pas forcément ensuite une appli WIM France dont on pourra utiliser... Vous ne créez pas une entreprise uniquement pour un événement ou pour une chose. Bon, on crée une entreprise, là il se trouve qu'on a un partenaire de lancement, qui est la Coupe du Monde de rugby. Le but du jeu tout simplement, c'est de proposer cette plateforme qui va grossir au fur et à mesure de façon cinétique et synergique, d'offrir cette plateforme à l'ensemble des organisations qui fondent des événements, que ce soit le foot, que ce soit les Jeux Olympiques, etc. Donc c'est pas uniquement, on risque demain de ne pas avoir que comme partenaire l'événement national, mais on risque d'avoir, on a déjà des relations avec les fédérations internationales qui sont très intéressées par ce qu'on fait. Parce qu'il est évident que ce serait mieux et plus simple d'industrialiser ce type de plateforme green pour pouvoir proposer du green partout où il y a un événement qui se passe dans le monde. Oui, mais alors je pose la question différemment, elle ne devait pas être bien formulée pour bien comprendre. Est-ce qu'il y aura une appli WIM France
Oui, d'accord. On pourra utiliser en dehors des événements sportifs. Absolument. Okay. La réponse est oui, absolument. Okay. Mais le gros de l'appli WIM France va être France 2023 Move, parce que bien évidemment, cette marque, ce flagship, est une marque de passion, est une marque d'intérêt pour l'ensemble des personnes qui vont et qui aiment le rugby. Et alors, vous l'avez évoqué, Paris 2024, c'est déjà bouclé, vous aurez un rôle à jouer, qu'est-ce qui est prêt? On commence par le rugby, et puis après, on est dans un monde de concurrence et de liberté, mais après, en fonction, ça va se décider avant l'été, je pense, en fonction, on va voir vers où on a envie d'aller, et ce que nous demandent les personnes qui font des événements de ce type-là. Bon, eh ben on suivra ça. Merci beaucoup Arnaud Molinier, à bientôt sur Bismart. C'est l'heure de notre débat, on parle agriculture tout de suite. On parle agriculture, assurance et agriculture dans ce débat tout de suite avec mes invités. Joran Chambol, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes chargé de développement solutions paramétriques chez BC. À vos côtés, François Lanaver, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des partenariats stratégiques chez AXA Climate. C'est quoi AXA Climate ? AXA Climate, c'est l'assureur climatique engagé. C'est une filiale du groupe AXA qui s'est dit un jour comment est-ce que moi, en tant qu'assureur, je peux avoir un rôle dans la transition agroécologique, comment est-ce que je peux m'engager. Donc on fait de l'assurance, on fait du conseil, on fait de la formation aussi. Climate School est déjà venu sur vos locaux pour parler de comment est-ce qu'on pouvait embarquer les collaborateurs. Et puis bientôt, on va lancer du financement. Ah, ça c'est important, effectivement. BC, c'est quoi le groupe BC ? Donc BC, on est une boîte de conseil en assurance, autrement appelée courtier. Notre travail au quotidien, c'est de concevoir sur mesure des produits d'assurance, ensuite de les faire vivre, de les placer sur le marché de l'assurance pour nos clients. Et donc nos clients, ce sont des groupes industriels à travers différents pôles que nous adressons, que sont l'agriculture, la construction, l'immobilier, l'industrie, les services, l'automobile ou encore le maritime. Et donc il y a BC Agro, et donc c'est BC Agro qui signe un partenariat avec AXA Climate. Pourquoi faire, tiens pour co-construire quel type de solution d'assurance ? En fait, on part de l'idée que les produits d'assurance paramétriques que Joran a évoqués, c'est des produits d'assurance qui sont longs à concevoir et qui nécessitent beaucoup d'investissement, de la recherche et de développement. Et on part de l'idée que quand on regarde, nous assureurs, quand on regarde le marché du courtage en France, on voit qu'il y a un acteur qui se démarque fortement, à la fois en termes de volonté et à la fois en termes de savoir-faire, c'est BC. Et donc le but, c'est de travailler à co-construire des produits avec des indices, Joran va un petit peu en parler, avec des indices climatiques, des indices qui permettent de mesurer sur des cultures des dégâts et donc de venir les assurer derrière. Alors effectivement, vous avez employé le terme assurance paramétrique, ça veut dire quoi ? Comment ça marche ? On l'a déjà évoqué dans cette émission, mais je suis sûr qu'il y a plein de nos téléspectateurs qui ne savent pas ce que c'est. Comment ça marche ? L'assurance paramétrique, c'est une nouvelle manière de concevoir l'assurance, puisqu'on ne va pas assurer directement un objet, un actif, une parcelle, une voiture, mais on va assurer la valeur d'un paramètre, la valeur d'un indice qui est représentatif d'un risque contre lequel on souhaite se couvrir et que l'on va du coup assurer. Je vous donne un exemple pour illustrer, ce sera plus simple. On a vécu un épisode de gel malheureux en ce moment en France qui a notamment impacté les vignes. Record dans la nuit du 3 au 4 avril, nuit la plus froide enregistrée en France depuis 1947. Exactement. Pour un mois d'avril. Et bien justement, deux manières d'assurer une vigne. Soit je prends un contrat d'assurance qu'on appelle indemnitaire. J'ai une liste de différents périls qui sont couverts. Si un jour il y a un problème, eh bien je fais appel à un expert et qui va déterminer si oui ou non il y a eu un impact. Ou on peut assurer la valeur de quelque chose qui nous fait peur, en l'occurrence ici le gel. Autrement dit, je mets au sein de ma parcelle une station météo. Je dis que par exemple, eh bien, ça commence à geler à partir de -2 et donc de manière automatique, le jour où cette station météo déclenche, arrive au -2, eh bien il y a indemnisation. Mais alors ça suppose quelle technologie, quel saut technologique d'une certaine façon ? Alors justement, on est dans une période où on a une remontée d'informations, de données, d'outils connectés incroyables qui nous permet justement bien, de pouvoir assurer énormément de choses. Ici, on parle de stations météo, mais on a également une couverture satellitaire impressionnante qui nous permet d'envisager énormément de choses vues du ciel. Et pour l'agriculture, c'est quelque chose qui nous permet vraiment de révolutionner le secteur. François Lanaver, moi, en préparant l'émission, j'ai été surpris de trouver ce chiffre. Seul un tiers des exploitants est assuré via un contrat multirisque climatique. Et donc, ça laisse évidemment beaucoup de filières qui sont particulièrement exposées. Ça s'explique comment ? C'est trop cher d'assurer le risque climatique avec l'ancien système, entre guillemets ? Comment ça s'explique ? Alors, il y a déjà une explication culturelle, mais je ne reviendrai pas dessus. Moi, je dis souvent aux jeunes que vouloir vendre de l'assurance dans le secteur de l'agriculture, c'est le métier le plus difficile, dans l'assurance. Après,
le produit aujourd'hui d'assurance, il est subventionné à 65%. Alors l'État a pris conscience de cette problématique et a engagé une réforme assez structurelle, surtout depuis les épisodes de gel de l'année dernière. Ouais. Mais fondamentalement, en fait, comme tendanciellement, il y a de plus en plus d'impact et de pertes, votre produit d'assurance, il est lié à la moyenne de vos rendements des 5 dernières années. Et dans cette moyenne des 5 dernières années, vous excluez la meilleure et la moins bonne année. Donc, on appelle ça techniquement la moyenne olympique. Donc, tendanciellement, vous êtes de moins en moins remboursé. Donc, vous avez de moins en moins intérêt à vous assurer individuellement pour ce type de risque. Ouais. Donc, sans le système d'assurance paramétrique, en fait, on irait vers de moins en moins d'exploitants assurés. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Nous, en fait, on ne vient pas assurer directement les agriculteurs. Avec BC Agro, nous, notre cible, c'est essentiellement les filières. C'est de travailler les filières. Ouais. On pense que les filières ont un rôle à jouer dans la protection des agriculteurs qui travaillent dans cette filière. Et leur rôle va sans doute être plus pertinent que l'État. Et va donc s'organiser pour trouver qui la betterave, qui le blé, qui le colza. Vous voyez, par filière, vraiment travailler sur les périls. Ouais. Et puis il y a aussi une autre explication, c'est que l'assurance agricole, c'est une assurance qui assure tous les périls. Et en fait, quand vous avez des cultures qui vont être détruites par un excès d'eau, d'autres qui vont être plutôt détruites par de la sécheresse. Voilà. Donc un assureur agricole, quels que soient les événements dans l'année, il va tous les prendre. Nous, notre logique, elle est plus de travailler avec une filière en disant quel est vraiment le péril principal qui affecte ta culture, qui affecte la culture de ta filière. Et on va le travailler de manière paramétrique. Oui, et donc on met le paquet sur ce risque-là. Et ça va être un complément. Il y a un bon exemple, Joran Chambol, c'est votre offre Émergence Colza. C'est quoi? Comment ça marche? Alors l'offre Émergence Colza, co-construite avec AXA Climate, est justement la base de ce partenariat. En fait, il y a ça 3 ans, on a un de nos clients importants, un des plus grands négoces de France, qui vient nous voir en disant « J'ai une problématique, ça fait 2-3 ans que la somme des surfaces de colza en France diminue, tout simplement parce que les conditions au moment de l'implantation, au mois d'août, sont très sèches et que les agriculteurs, naturellement, sont moins enclins à implanter cette culture. Aidez-moi, moi, je reprends l'exemple de François, moi en tant que filière, en tant qu'acteur majeur, aidez-moi à encourager les agriculteurs à implanter du colza dans le cadre d'un cahier des charges qui va leur permettre normalement de maximiser leurs chances. Et donc je veux pour ça dire à mes agriculteurs, travaillez le colza avec moi, et si jamais malheureusement vous êtes obligé de le détruire, je m'engage à vous rembourser les frais engagés. Il faut comprendre que ça, du coup, ça fait prendre un risque majeur à notre client qu'il décide de transférer tout ou partie au marché de l'assurance. Et donc, dans ce cadre-là, on a dû trouver, avec AXA Climate, un indice qui était représentatif d'un colza qui était détruit. Nous avons trouvé un indice satellitaire. Vous parliez tout à l'heure de technologie. Il y a un indice, sans rentrer dans le détail, un indice satellitaire qui s'appelle le NDVI, qui, via un satellite de l'Union européenne, tous les 2-3 jours, scanne l'ensemble de la planète et arrive à déterminer à 100 mètres carrés près, dans la parcelle de chaque agriculteur, si le colza est viable ou non. En positionnant un contrat d'assurance sur cet indice, aujourd'hui, nous sommes capables d'accompagner nos clients dans le fait de devoir rembourser ou non des colzas qui auraient été détruits. Juste pour bien comprendre comment ça marche, vous dites qu'on s'adresse aux filières, donc ça veut dire que ce sont les filières qui endossent en quelque sorte le risque, mais ensuite est-ce qu'elles le répercutent aux exploitants? Vous voyez ce que je veux dire, comment ça fonctionne? Alors on voit très bien. Comme le disait François, on n'a pas vocation à aller voir les agriculteurs en direct, nous ne sommes pas faits pour ça et ce n'est pas notre ADN. Par contre, adresser nos clients traditionnels, que sont des industriels, des coopératives, des semenciers, des négociants, des agrochimistes, ça on sait bien le faire. Donc comme vous venez de le dire, en effet c'est une manière de gérer le risque au niveau de ces filières-là. Aujourd'hui donc, c'est elles qui payent le coût du produit et qui ensuite, via cette gestion de risque, peuvent se permettre de faire des promesses et de se positionner pour accompagner l'agriculture. Mais aujourd'hui, le coût du produit est payé par nos clients et n'est pas payé par l'agriculteur. D'accord. François Lanavert, donc ça, c'est déjà en place, Émergence Colza, le contrat a été signé. Absolument. Quelles autres filières sont potentiellement intéressées? Est-ce que tous les produits agricoles, finalement, pourraient être concernés? Dans l'absolu, oui, tous les produits agricoles pourraient être concernés. Avec BC, on travaille le maïs. Le maïs, au niveau mondial, la NASA a communiqué il y a quelques jours sur des pertes entre 20 et 40%. Alors, l'échelle est toujours assez... le segment est toujours assez large, entre 20 et 40% à horizon 2100 en France, surtout dans l'est de la France. Donc, le maïs, c'est une culture qui nous préoccupe beaucoup là, avec BC. Et puis, ensuite, en fait, on va s'intéresser à toutes les cultures
qui vont s'inscrire dans la transition agroécologique. Avec donc tout ce qui va contribuer à augmenter la résilience de la prairie France, enfin du système agricole français, parce que c'est nous notre ADN. Et puis avec Joran, avec BC, on sait qu'on a les bons experts pour nous aider sur ce volet-là. Ouais, on parlait de la filière viticole, par exemple. Oui, la filière viticole. Alors la filière viticole, les accompagner dans de nouvelles pratiques. La filière viticole aujourd'hui, si elle fait face à des épisodes de gel répétés, elle a aussi une problématique d'hiver trop doux et donc d'un stade phénologique de la plante qui est trop avancé. Donc on regarde l'impact quand vous avez une vigne qui débourre. Hein, vous savez, les bourgeons, on voit les bourgeons, c'est magnifique. Hein, quand on se promène dans les vignes, c'est superbe. Si vous avez un coup de gel là-dessus, c'est fatal. Si vous avez un coup de gel avant que la vigne débourre, c'est pas grave. Donc il ne faut pas seulement regarder les épisodes de gel, il faut aussi regarder la température l'hiver. Ouais, ça se joue à... Est-ce que les outils technologiques sont les mêmes, quelles que soient les cultures, ou est-ce qu'il faut vraiment aller chercher en fonction de la culture qu'on cherche à assurer? Alors il faut déjà aller chercher en fonction de la culture, mais également en fonction du risque que l'on souhaite couvrir, et également en fonction de la période de l'année que l'on souhaite couvrir. Je vous donne un exemple, comme le disait François, après Émergence Maïs, nous sommes cette année en test en train de lancer un contrat d'assurance pour couvrir les levées de maïs. Et donc les levées de maïs, la problématique que notre client nous a amenée, c'est qu'il fallait la constater bien plus tôt que ce que nous faisons aujourd'hui sur le colza. Et donc le satellite que nous utilisons pour le colza n'était pas compétent, puisque à 400 km de la surface du sol, on ne pouvait pas voir grand-chose. Justement, nous avons fait ce travail de recherche et nous avons trouvé une application smartphone qui, on en reparlera dans les prochains jours lorsque nous aurons les résultats de ce test, mais permet justement, en scannant via mon smartphone ma parcelle, de déterminer si mon maïs a levé ou non. Et donc, on s'adapte à chaque fois qu'on a une nouvelle problématique. Ouais, c'est marrant, allez-y. Ouais. Thomas, une remarque aussi, parce qu'on parle vachement de technologie, mais Joran est agronome. Chez nous aussi, on a des agronomes. Donc, il ne faut pas voir ça uniquement... Enfin, on est aussi des gens du terrain. Et donc, il faut aussi qu'il y ait un discours, en fait, entre l'assureur qui a de la technologie, Joran, BC, tout ça. Et est-ce que l'agriculteur ressent et de ce dont il a besoin? L'agronome, qu'est-ce qu'il dit par rapport à sa plante? Sa plante, elle est vulnérable quand, sur quoi? Parce que ça change, en fait, dans une saison. Et c'est ce qui fait justement la force de ce partenariat qu'on passe. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la jonction entre une connaissance terrain, une proximité terrain et une capacité financière du groupe AXA, une capacité en termes de technologie, en termes de data, en termes de matière grise. Et c'est justement la jonction de ces deux composantes qui fait et qui fera le succès de ces différents produits. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus nous parler de ce partenariat entre AXA Climate et BC Group. On passe à notre rubrique Startup. On parle d'EuropaZone. C'est quoi EuropaZone ? Et la bonne idée du jour, elle est signée Xavier Mailleux. Bonjour, vous êtes le président d'EuropaZone. C'est quoi EuropaZone ? Bonjour. EuropaZone, c'est la première marketplace qui vend uniquement des produits fabriqués en France et en Europe et reconditionnés. Ouais. Ça s'appelle EuropaZone, c'est pas un hasard. Il y a cette ambition de concurrencer Amazon en Europe, c'est ça ? Oui, nous avons l'ambition en tout cas de créer une marketplace à envergure européenne. Ouais. Et c'est pas un peu fou de se dire on va concurrencer Amazon ? Si, c'est peut-être un peu fou, ambitieux, mais je pense qu'il y a une vraie attente des consommateurs pour consommer différemment et éviter d'acheter des produits qui ont traversé la planète, alors qu'on a des fabricants et des producteurs en Europe qui font des produits de qualité. Évidemment, on va rentrer dans le détail de ce qu'on trouve sur cette plateforme EuropaZone, mais déjà, il y a cette idée d'un capital ouvert à tous. Oui. Comment ça marche et pourquoi ? L'objectif, c'est de partager EuropaZone comme un bien commun. On souhaite ouvrir le capital à 90% aux sociétaires. Donc vous, monsieur tout le monde, pourra investir au capital d'EuropaZone. Ce n'est pas uniquement une entreprise détenue par une seule personne. Et ça a commencé, ça ? Vous l'avez ouvert, le capital, ou c'est un projet ? C'est en projet. On est en train de mettre en place la structure pour pouvoir faire une levée de fonds participative. Alors, qu'est-ce qu'on trouve sur votre place de marché, sur votre marketplace ? Alors, sur EuropaZone, on trouvera tous les produits. C'est ce qu'on appelle une marketplace horizontale. Donc, il y a tous les produits comme sur les marketplaces classiques que vous pouvez retrouver, américaines ou chinoises.
Donc on retrouve tous les produits. Donc alors ça veut dire quoi? Ça veut dire de l'électroménager, de l'informatique, de la nourriture, c'est vraiment la gamme est ultra large? Alors la nourriture, peut-être pas encore, mais oui, on a vraiment toutes les catégories. Pour la partie IFI, donc c'est malheureusement pas fabriqué actuellement en Europe. Donc c'est pour ça qu'on veut aussi travailler le reconditionné. D'accord. Comment vous sélectionnez les marques et les produits que vous proposez sur votre place de marché? Donc on vérifie que les produits sont bien fabriqués en France et en Europe. Le vendeur aussi atteste que ces produits sont bien français ou européens. D'accord. Ça suppose quoi? Ça suppose quand même un peu de travail d'enquête, de vérification, parce qu'on sait que le logo Made in France, parfois, bon, il y a quelques surprises derrière. Oui, après, voilà, on vérifie. Nous, on a aussi notre travail aussi, c'est de vérifier que les produits sont bien conformes à l'ADN qu'on apporte, qui est le Made in France et le Made in Europe. Alors, cette plateforme, elle en est où de son développement? Vous l'ouvrez bientôt? Oui, on va l'ouvrir à partir de juin 2022. D'accord. Donc, c'est dans peu de temps. Avec quelle perspective de développement? Si on se place, quand on crée sa boîte, on se dit où on sera dans 1 an, dans 5 ans, c'est quoi vos perspectives? Alors, on espère être, dans les quelques années qui arrivent, une marketplace majeure en Europe, en France, peut-être dans les 4-5 premières, dans les 10 premières. Voilà, c'est ambitieux, mais c'est l'objectif qu'on se Vous êtes fixe. combien aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est 3 à plein temps. Donc 3 cofondateurs, vous l'avez créé ensemble? Oui, en fait tous les employés pour l'instant sont associés. Oui. Alors on va nommer vos cofondateurs. Qui vous accompagne dans cette aventure? Alors il y a Alexandra Kerman, il y a mon épouse, il y a Stéphane Marchand, voilà, il y a Reda Itoban. On est tout un petit groupe d'amis. Avec comme point commun Soulac-sur-Mer. Ah, ça, c'est une histoire amusante. Donc, vous êtes basé, alors c'est où Soulac-sur-Mer? Il faut le dire à ceux qui ne connaissent pas, c'est très joli. Hein, Soulac-sur-Mer, c'est dans le Médoc, en Gironde. Voilà, c'est à la pointe du Médoc. Comment elle naît, l'idée d'Europazone? Elle naît pendant le confinement, en parlant entre amis sur cette envie de faire bouger les choses. Et en réfléchissant, on se rend compte que pour vraiment faire bouger les choses, ça passe par la consommation, le consommateur. Et qu'aujourd'hui, l'outil ultime et l'outil ultime de demain, ça sera la marketplace au niveau de la consommation. Donc on s'est dit, voilà, mais si on veut vraiment faire bouger les choses, passons par la consommation et donc la marketplace. Mais parmi les cofondateurs, voilà, vous aviez déjà créé des entreprises, vous connaissiez la consommation, le retail, enfin on ne se lance pas comme ça par hasard. Donc. Oui, non, après j'ai l'expérience aussi dans ce domaine du e-commerce, avec Braseco, qui est une de mes entreprises, qui est un pure player. On est 100% digital, on vend du bois énergie, on est un des leaders du bois énergie en France. On a 120 dépôts partout en France, 2 unités de production à Angoulême. Donc oui, ça fait plus d'une dizaine d'années que je fais du e-commerce, du marketing digital. Donc on connaît bien... Et donc, on va souhaiter bon vent à Europazone. Merci beaucoup, Xavier Mailleux, d'être venu nous présenter cette entreprise, cette marketplace. Voilà, fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Merci aux équipes de Bismart, Joséphine Dacoury à la programmation et à la production, Maxime Lerba qui l'accompagne aujourd'hui, Kylian Soula à la réalisation et Saïd Mamou au son. Salut.